Salut l'équipe, c'est Lovalist. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, les choses étaient un petit peu chargées dernièrement entre ma nouvelle prise de poste, mon arrivée sur Paris, là je suis enfin dans mon appart, à moi, c'est bon, je suis installé, et puis j'ai aussi repris le rugby entre les entraînements, les matchs qui vont avec, j'ai un peu été pris dans une sorte de boucle et j'ai eu du mal à m'y mettre, tout simplement. Cette vidéo, je l'ai écrite il y a plusieurs semaines déjà, et j'ai pas vraiment pris le temps pour la tourner et la monter, et donc j'espère qu'elle sera encore un petit peu d'actualité parce que je pense que les sujets sur lesquels on va parler aujourd'hui ont été déjà abordés par pas mal de monde, mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant la finir, quoi. Et puis aussi, je vous cache pas que j'avais un petit besoin de souffler après la Coupe du Monde, la manière dont ça s'est terminé aussi, ça a été assez dur, émotionnellement. Voilà, j'ai eu un petit peu besoin de souffler, et merci à vous pour votre patience, ça me fait vraiment plaisir de revenir. Donc aujourd'hui, on reprend tranquillement, j'aimerais aborder la question du nouveau staff de l'équipe de France, parce qu'il y a eu quelques petits changements pas anodins quand même. D'autant plus que j'aimerais aller plus loin en évoquant les perspectives et les enjeux de ce Mondial Galtier 2.0. La fin du mirage et de l'union sacrée du rugby français après l'élimination en quart, tout ça quoi. Bon ça y est, je pense qu'on peut y aller. Donc d'abord, ce nouveau staff. Laurent Labitte et Karim Ghezal, respectivement en charge de l'attaque et de la conquête, surtout de la touche pour Karim Ghezal, ont quitté le navire pour atterrir au Stade Français. Ça, je pense que ça vous a pas échappé. Ils ont ainsi été remplacés par Patrice Arletaz et Laurent Sampéré. On va commencer avec Laurent Sampéré. Laurent Sampéré a acquis ses lettres de noblesse ces dernières années au sein du Stade Français. D'abord en tant que talonneur joueur, puis en tant que co-entraîneur avec Julien Arias. Après des débuts un peu difficiles, il a finalement réussi peu à peu à imposer sa patte et faire du club parisien l'une des meilleures conquêtes du top 14, dominant la touche et la mêlée. La manière dont joue actuellement cette équipe, avec un gros pack, beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'efficacité devant, ça lui est notamment dû en partie. L'équipe de France, là, ça va être un vrai step pour lui parce qu'il n'a pas entraîné non plus très longtemps, il a que 38-39 ans, Laurent Sampéré. Donc ça fait je crois 5 ans qu'il entraîne, et donc je pense qu'avec William Servat, ils ont beaucoup de choses à se dire, ça va être 2 talonneurs, j'espère que ça va bien coller, et je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Patrice Arletaz, lui, c'est un vieux routard du top 14 et du rugby français en général, c'était l'ancien manager de l'USAP, et en fait il se distingue par une grande philosophie portée sur l'attaque, c'est un passionné du jeu, il aime que le ballon vive, je pense qu'ils vont être pas mal complémentaires avec Sean Edwards, c'est pas par contre un grand fan des statistiques a priori, d'après ce qu'il a déclaré, lui, sa mentalité c'est pas on fait 3 temps de jeu, puis ensuite si ça avance pas de temps de distance, on tape une chandelle dans cette zone là, tout ça. Non, lui ce qu'il veut c'est que en fait on joue et on prenne des initiatives. Alors est-ce que il va avoir autant les moyens d'exprimer cette philosophie là que quand il était à l'USAP? Non évidemment, mais est-ce que on va voir un infléchissement de la philosophie offensive de l'équipe de France vers davantage de prise d'initiative, ce qui veut dire de prise de risque? C'est aussi un des paramètres à prendre en compte dans le rugby international, c'est que quand tu choisis d'attaquer, suivant les zones du terrain, c'est aussi une prise de risque. Et donc ça, c'est aussi à mettre en parallèle avec les résultats actuels de qui domine le monde du rugby, l'Afrique du Sud, parce que eux, leur philosophie, c'était pas de construire, c'était pas de jouer, c'était de faire en sorte que l'équipe d'en face ne puisse pas jouer. Et on voit bien qu'ils ont pris 0 risque et qu'ils ont réussi à se mettre bien avec un 4e titre mondial. Donc personnellement, je suis assez hypé par l'arrivée de Patrice Arletaz. Ça faisait quand même un an et demi qu'on critiquait la manière dont l'équipe de France jouait, parce qu'elle s'était beaucoup repliée sur son jeu de dépossession, sur un jeu assez restrictif, qui n'emballait pas tant que ça par rapport aux saisons précédentes. On va voir est-ce qu'il va y avoir un petit réajustement vers davantage d'attaque. Donc si on peut gagner et avec la manière, moi franchement je signe tout de suite. Pour parler maintenant de Galtier, du grand chef à plume, on attendait de lui qu'il s'explique sur l'échec de cette Coupe du Monde, parce que oui, c'est bel et bien un échec, Alors il a dit qu'il assumait la défaite, même s'il précise beaucoup que tout n'a pas été appliqué dans ses consignes sur ce quart de finale, notamment sur les chandelles, sur la manière dont les joueurs en fait devaient se replier sous les chandelles pour empêcher la montée sud-africaine et permettre au type qui allait à la réception d'avoir plus de temps et plus de sérénité dans sa prise de balle. Voilà, il a dit que lui il l'avait étudié, que les joueurs l'ont pas bien appliqué. Bon. Il a aussi mis beaucoup en avant ses chiffres pour répondre aux critiques, notamment sur le fait qu'on a réussi 11 fois à enchaîner plusieurs rucks dans les 22 mètres sud-africains, quand l'Afrique du Sud, elle, c'est arrivé genre 3-4 fois seulement, et qu'en fait en termes de points potentiels marqués, l'équipe de France avait un très très haut potentiel de marque, tandis que l'Afrique du Sud était plutôt bas, sauf que l'Afrique du Sud, elle a marqué genre 31 sur 32 de ses points potentiels, je sais même plus le résultat du match, tandis que l'équipe de France, elle, a créé beaucoup d'occasions, mais n'a pas réussi à les concrétiser.
c'était ce que j'avais un petit peu mis dans mon débrief déjà. Et c'est un peu ce que Fabien Galtier a mis dans ses interviews post-Coupe du Monde, c'est que oui, on avait utilisé beaucoup de choses de ce qu'on avait vu en termes de stats pour comment franchir, comment se créer des occasions, et sauf qu'en fait on n'a pas réussi à aller au bout. Après je pense que tout n'est pas à jeter du tout dans la méthode Galtier parce que ça a été beaucoup critiqué, le fait qu'il s'appuie beaucoup sur les stats, qu'il parle beaucoup des stats aussi, je pense que le fait qu'on ait été aussi dominant offensivement dans ce match-là, c'est parce qu'il avait identifié des faiblesses sud-africaines qu'ils avaient eues grâce à des analyses de data. Par contre voilà, après dans la concrétisation, dans la manière dont on a su gérer, après, il y avait peut-être d'autres ajustements à avoir. Parce qu'au final, même si tous les indicateurs étaient en notre faveur sur ce match, le résultat, c'est qu'on a été battu sur la stratégie. Il a aussi beaucoup répété son chiffre phare, qui est le 80% de victoire sur son mandat, ce qui est une chose assez inédite depuis 10 ans dans le rugby français. Attention tout de même à pas le mettre sur un piédestal. Alors oui, c'est énorme, ce chiffre de victoire, c'est vraiment trop cool. Moi, j'avais pas connu ça quasiment depuis que je m'intéresse vraiment au rugby. Et c'est facile de l'aduler, de trouver en lui le Messi qu'il nous faut par rapport aux autres sélectionneurs qu'on a eu avant qui avaient beaucoup moins de réussite. Mais par contre, il faut aussi qu'on prenne plus de recul par rapport à ce qui s'est passé encore avant, notamment la France du début des années 2000, elle faisait peur à tout le monde. Et puis ça allait au moins en demi-finale ou en finale, ça gagnait des grands chelems, ça gagnait des tournois, parce que pendant ce temps-là, nous en 4 ans, avec 80% de victoire, on gagne qu'un seul titre au final. Et encore, c'était sur une année où les Gallois, ils sont au fond du trou, c'est sur une année où on reçoit l'Irlande, on reçoit l'Angleterre, qui sont les autres nations un peu majeures. C'est une année aussi où l'Écosse est un petit peu en mutation à ce moment-là. Voilà, c'était un très beau titre, 2022, moi j'étais très content. Par contre, il faut aussi qu'on mette ça en perspective. C'est forcément bien plus satisfaisant que les résultats des 3 précédents entraîneurs. Par contre, il faut aussi qu'on se rende compte des moyens qui ont été mis à sa disposition, des efforts que tout le rugby français a fait dans sa direction pour qu'il puisse remplir sa mission. Je parle des moyens financiers, des moyens logistiques, de tout ce qui a été mis en place pour faciliter la vie du 15 de France, mais aussi en termes d'accord entre la Ligue et la Fédération, parce que la Ligue, celle qui gère les clubs, et la fédération, ça faisait des années que c'était la guerre, que à chaque fois c'était compliqué d'avancer main dans la main parce que les clubs ont des intérêts divergents de celle de l'équipe de France. Ils convergent parfois, mais quand t'es le Stade Toulousain, que tu payes 10 internationaux et qu'ils sont pas là la moitié de l'année, forcément tu peux grincer des dents. Et là, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, beaucoup de passerelles entre les clubs et l'équipe de France, parce que les clubs aussi ont compris qu'avec l'engouement qui se crée autour du 15 de France, les gens s'intéressaient davantage au rugby, donc ils allaient aussi davantage dans les stades, ils allaient acheter davantage de merch, etc., de produits dérivés, et de toute façon on allait parler plus de rugby, donc au final, le fait que l'équipe de France monte, c'était dans leur intérêt aussi. Et avec ça, avec tous ces moyens, toutes ces convergences qui ont été faites, il faut aussi parler de la génération sur laquelle Fabien Galtier a capitalisé, qui est bien différente des générations qu'on a eues avant. Il y a eu un gros travail qui a été fait depuis plusieurs années par la formation, que ce soit dans les clubs au plus bas niveau, jusqu'à France U20 qui est 3 fois championne du monde d'affilée. C'était pas arrivé avant. Il y avait eu un titre dans les années 2010, mais là, qu'on domine autant les catégories jeunes, ça n'était jamais arrivé. Donc Fabien Galtier est un excellent entraîneur, je le pense, je le dis. Par contre, il faut aussi qu'on soit honnête sur tout ce qui a été autour et qui lui a facilité la tâche. Et moi, ce qui me pose question dans ce remaniement du staff, c'est la perte de Raphaël Ibanez. Alors pour remettre un peu le bonhomme et son rôle, à la base, Raphaël Ibanez était manager du 15 de France. En gros, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était vie du 15 de France, des relations entre les joueurs et l'encadrement, des relations entre le staff et les clubs. En gros, il devait faire en sorte que tout se passe bien, c'était en sorte le lubrifiant du 15 de France, sans vouloir lui porter atteinte. Parce que ceux qui connaissent un petit peu le rugby, qui sont un petit peu dans l'actualité, savent que Fabien Galtier, c'est un mec qui est un petit peu compliqué humainement, quoi. C'est un gars qui s'y connaît très bien en rugby, qui est très sûr de ce qu'il fait, parfois peut-être un petit peu trop, et qui a tendance à se friter dès que ça va pas dans son sens. Donc voilà, il n'est pas facile à vivre, et Ibanez était celui qui était censé en fait faire l'intermède entre les joueurs et Galtier, justement pour limiter les tensions et que tout se passe bien. Sauf que Galtier a réussi à se friter avec Raphaël Ibanez. Et donc Ibanez n'est plus manager du 15 de France, il occupe une mission plus haute dans la fédération, mais il va pas s'occuper du 15 de France en particulier. En gros, on l'a éloigné du 15 de France en le promotant à un poste plus de dirigeant encore au-dessus, et donc il ne s'occupera pas du 15 de France en particulier.
et surtout il n'est pas remplacé, donc il n'y a plus de garde-fou pour gérer un petit peu les états d'âme de Fabien Galtier. Là voilà, ça pose question parce que ce nouveau mandat va s'amorcer sans ce rôle assez primordial en fait dans l'encadrement de l'équipe de France. De leur côté, les clubs, eux, ils ont joué le jeu pendant plusieurs saisons, ils ont accordé les 42 joueurs, il y a aussi Toulouse qui a de son initiative accordé plus de vacances à certains joueurs internationaux pour qu'ils puissent être en forme lors de la Coupe du Monde, notamment Dupont et Ntamak, je crois. Ils avaient dit qu'ils avaient jamais eu autant de congés que lors de la saison pré-Coupe du Monde, et parce que, là je me répète, on leur avait promis des retombées ultra positives, le fait qu'on allait gagner la Coupe du Monde, que pendant des mois, voire peut-être même des années, on allait parler que de ça, on serait en état de grâce totale, les gens allaient aller dans les stades, ils allaient s'intéresser au rugby, ils allaient être fous en fait de rugby, ça allait devenir un sport bien plus important qu'il ne l'est déjà pour le public français, et au final, et donc voilà, forcément c'est un petit peu la touche froide pour ces clubs-là qui avaient fait beaucoup d'efforts et qui plaçaient beaucoup d'espoir dans cette équipe de France. C'est pas pour autant que le top 14 va mourir, etc. C'est pas du tout vrai, le top 14 est un très très bon championnat qui se porte bien par rapport aux autres compétitions européennes du moins, avec la première chip qui se casse la gueule, avec les provinces galloises qui tirent la tronche. Nous, franchement, on n'est pas du tout à plaindre, on a un très beau championnat, une très belle seconde division, on n'est pas du tout mort, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir quelque chose de bien plus grandiose que ça. Et là, on sent que le soufflet retombe un peu dans les moyens qui sont mis à disposition de l'équipe de France, puisque Fabien Galtier n'aura plus que 34 joueurs pour préparer le tournoi, au lieu des 42 dont il disposait jusqu'à présent. Donc il a fait savoir qu'il ferait appel à des U20 ou à des joueurs des divisions inférieures, genre Pro D2, National, voire même pourquoi pas du France 7, pour organiser toujours ces séances à haute intensité qui lui sont très chères. Bon, au final, passer de 42 à 34, ça peut aussi être un avantage, puisqu'il y aura moins de tension possible avec les joueurs et avec les clubs, parce que en vrai, dans les 42, il y avait beaucoup de joueurs qui passaient leur temps à faire la navette entre club et Marcoussis, et qui étaient très frustrés de savoir qu'ils allaient venir dans le groupe élargi seulement pour porter les boucliers et couper les citrons. Au bout d'un moment, t'as une petite lassitude qui s'installe. Alors quand il y a la perspective de jouer la Coupe du Monde et que tu sais que si jamais il y a un mec qui se pète, tu peux être appelé, tu te tais et tu vas au charbon. Par contre là, quand tu repars sur un nouveau cycle et que la Coupe du Monde est dans 4 ans, il y a un petit peu moins d'intérêt. Je pense qu'on en reparlera d'ici 2 ans, lorsque 2027 va approcher et lorsqu'il y aura la Ligue des Nations, qui est un autre sujet sur lequel on parlera prochainement sûrement. Mais question intégration de nouveaux talents, ça peut quand même coincer, parce que ça permettait à des joueurs nouvellement appelés d'appréhender les exigences du niveau international, de comprendre un petit peu ce qu'on attendait d'eux, et que quand ils revenaient en club, là, ils pouvaient placer la barre d'exigence de rigueur un peu plus haut, et mieux comprendre sur quel point il fallait qu'ils progressent pour espérer figurer dans l'équipe sur la feuille de match. Question financière, enfin, c'est un petit peu la fin de l'abondance aussi, puisque la fédération et la nouvelle présidence, parce qu'on est passé de Bernard Laporte à Florian Grill, ils se sont rendus compte qu'après le passage de Laporte, la fédération était en déficit de 40 millions d'euros sur l'exercice 2022-2024. Ouais. Je pense que Laporte a un petit peu vécu au-dessus de ses moyens lors de son passage. Après, il a investi dans le 15 de France, ils ont bien vécu, je pense, ils ont eu plein de moyens à leur disposition, c'était un petit peu open bar, gagner la Coupe du Monde, et on en reparlera après. Sauf qu'on l'a pas gagné, toujours pas, Et donc là, il est demandé au 15 de France de drastiquement réduire ses dépenses avec des hôtels moins luxueux, avec peut-être des vols low cost pour les déplacements. Ça va être aussi un nouveau défi logistique pour ce 15 de France qui était habitué à un train de vie un peu plus luxueux. Tout ça pour dire que Fabien Galtier va être attendu au tournant. Ses promesses, sa novlangue technique ne trompent plus grand monde. Il y a eu de vives critiques à son égard après la Coupe du Monde et après les premières interviews qu'il a pu donner. Des critiques plus ou moins pertinentes, j'entends, mais ça pose quand même un problème, c'est que c'est un peu la fin de l'enchantement. Et maintenant, 80% de victoire ou pas, ce qu'il faut, c'est une victoire impérative dans le tournoi pour asseoir sa légitimité sur ce début de nouveau mandat. Et je pense que c'est une bonne transition pour parler des chantiers du 15 de France à plusieurs postes. Et le premier poste duquel on va parler, évidemment, c'est le poste de numéro 9, puisque Dupont, ça vous a pas échappé, part avec France Sevens pour tenter de disputer les JO Paris 2024. Donc moi je pense que le choix logique pour le suppléer pour cette saison,
c'est de s'appuyer sur Maxime Lucu. Le type, il a pas tant joué que ça durant la Coupe du Monde, donc il est encore bien frais. Il arrive avec une grosse niaque, il a son pic de forme, il a 32 ans, donc il a beaucoup d'expérience. Et on voit avec l'UBB, il enchaîne les masterclass. Et puis pour l'instant, c'est encore Mathieu Jalibert, le numéro 10 en équipe de France, donc ils ont une grande complicité, c'est parfait. Je pense que Maxime Lucu, là, c'est vraiment son année. Derrière, je pense que ça va être la bataille entre les deux pépites que sont Baptiste Jonot et Nolan Le Garec, qui tous les deux commencent à exploser vraiment avec leur club. Le Garec, je trouvais que c'était un petit peu lent, mais là en Champions Cup, c'est l'un des rares à surnager dans cet effectif du Racing qui me déçoit quand même pas mal. On aurait pu parler de Serein et de Couillou. Serein fait un très bon début de saison, mais il s'est pété récemment. Il en a pour 4 mois, je crois, avec son épaule. Donc ce sera pas pour tout de suite son réengagement avec le 15 de France. Et je pense que là, c'est un petit peu dommage pour lui, mais il va sûrement louper le coche parce que il commence à vieillir et je pense qu'il ne fait pas partie des plans initiaux du sélectionneur et que des joueurs vont lui passer devant. Et Couillou, malheureusement, évolue avec une équipe du Loup qui n'est pas non plus en grande forme. Ça risque d'être un peu compliqué pour lui d'exister cette saison. Le deuxième poste sur lequel on est un petit peu en carence, c'est le poste de pilier droit. Alors, Winnie Antonio était censé prendre sa retraite. Finalement, après quelques petites négociations, je pense, avec le staff de l'équipe de France, il a annoncé se mettre à disposition de l'équipe de France encore un an parce que voilà, en fait, on n'a pas grand monde d'installé derrière lui. Personnellement, je suis pas vraiment satisfait par Dorian Aldeguerri, qui n'a pas vraiment répondu là où on l'attendait dans l'exercice de la mêlée fermée notamment. C'est un avis personnel, mais je le trouve assez limité dans le jeu fermé, et surtout je trouve qu'il bénéficie beaucoup de l'association qu'on fait avec Marchand et Baye qui sont ses compères. Je pense que s'il n'était pas toulousain, je suis pas sûr qu'il soit appelé en équipe de France. De son côté, Demba Bamba peine toujours à éclore, et je sais pas si un jour il va pouvoir vraiment s'installer en équipe de France. Il y a Sipili Falatea aussi qui a un profil intéressant, qui reprend bien avec l'UBB. Là, c'est un autre profil qu'Aldeguerri, c'est plus dynamique, c'est un joueur de ballon, il a pas vraiment eu sa chance lors de la Coupe du Monde, donc je pense qu'il est encore un peu frustré. Il y a des espoirs qui sont mis aussi sur Georges-Henri Colombe, le Rochelet, qui pourrait très bien remplacer Antonio parce qu'ils ont un peu le même profil, très grand, très lourd. Et n'oublions pas Thomas Laclaya qui devrait exploser au Racing et qui lui par contre excelle dans le domaine de la mêlée fermée. Donc en fait, dans les faits, on ne manque pas vraiment d'options, mais il va falloir qu'on sélectionne un ou deux joueurs parmi les joueurs que j'ai cités pour les installer en équipe de France et avoir des mecs qui commencent à engranger les sélections parce que 2027 va arriver plus vite qu'on ne le pense. En deuxième ligne, on recherche activement un profil de numéro 5 pour pallier au manque de rythme et aux blessures récurrentes de Paul Villemc. C'est d'ailleurs pour moi une des raisons qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à gagner ce quart de finale, c'est parce que aussi on avait un manque de puissance, on avait un manque de cassage de bouche, notamment en mêlée. Je pense que avoir un gros pousseur c'est hyper important, notamment contre ces grosses équipes-là. Là aussi il y a un mec qui a été rappelé alors qu'il était censé être en retraite, c'est Romain Taofifenua. Même si je trouve qu'il a fait une Coupe du Monde un petit peu décevante et on sent que physiquement c'est dur aussi et qu'il est sur plus la fin de sa carrière que le début, c'est clair. Mais on a quand même de grands espoirs, ça y est, Meafou pourra jouer les 6 nations s'il est appelé par Galtier. Et puis il y a aussi le petit Tulagi là, non, le grand et le gros Pozzolo Tulagi qui devrait pas tarder non plus à faire son entrée avec les grands. Tout ça pour dire que je suis pas non plus vraiment inquiet de ce côté-là. Un autre poste qui pose pas mal de questions en ce moment, c'est la question du centre en fait, notamment le poste de numéro 12, parce que Danty n'est pas tout jeune, il a 32 voire même 33 ans, il enchaîne des grosses échéances avec le Stade Rochelet et avec l'équipe de France depuis 2 ans maintenant, surtout dans un style de jeu où ça tape quand même assez fort. Il fera sûrement pas la Coupe du Monde en 2027 parce qu'il aura plus de 35 ans, donc oui, il va falloir qu'on se pose la question d'un remplaçant. Le truc c'est qu'un Danty, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, il a un profil très atypique, on le sait, hyper puissant, gratteur au centre du terrain, c'est presque un 4ème, 3ème ligne en fait. Alors il y a toujours l'option Moefana, que moi je n'aime pas parce que pour moi Moefana c'est un 13, et on voit bien que ça marche beaucoup mieux lorsque on le met dans les intervalles plutôt quand on lui demande de créer ces intervalles. Donc pour moi, si on le met en 12, c'est pas pour faire du Danty, si on le met en 12, c'est pour que ce soit Moefana. Certes un joueur puissant capable d'avancer, mais pour moi aussi un joueur créateur, un mec où qu'on lui donne un petit peu d'espace, un peu de marge de manœuvre pour allumer un peu la magie dans le stade quoi. On lit aussi pas mal que Paul Coste est surveillé, je pense que c'est vrai parce que Paul Coste a l'air d'être un très bon joueur. Après peut-être encore un petit peu tendre parce qu'il vient juste de faire ses débuts en top 14, je pense que Coste on peut en reparler dans une saison ou deux. Il y a aussi l'option replacer Ficou en 12, comme c'était le cas au début du mandat Galtier, où il partageait avec Vakatawa le centre du terrain, et c'était Vakatawa qui avait le 13 et lui le 12. La solution la moins pire. Mais en fait, il n'y a pas que le 12 qui pose question, parce que le numéro 13,
n'est pas non plus hyper assuré en ce moment, parce que justement Fickou, il est pas dans une énorme forme. C'est actuellement le joueur le plus expérimenté du 15 de France, avec 85 sélections, et pourtant, il est totalement passé à côté de sa Coupe du Monde. Offensivement, on l'a pas trop vu, et je me souviens notamment de plusieurs percées assez questionnables dans sa zone, notamment la première action là, où les Blacks nous percent au bout d'une minute de jeu, c'est parce que lui et Moefana se comprennent pas et ils montent comme des débiles, et en fait, il y a personne qui assure la soupape, quoi. Avec le Racing, il a aussi du mal à enchaîner, son match face aux Harlequins dernièrement a été assez catastrophique. Est-ce que Fickou aurait pas besoin de souffler un peu, de faire comme Aldrit, tu te prends une pause de 3 mois et tu reviens après quand t'as les idées un peu plus claires, parce que voilà, c'est vrai, hein, le sport de haut niveau, ça demande beaucoup de ressources mentales, physiques, t'es pas un surhomme, t'as le droit de prendre des pauses, même si tu prends pas une grosse blessure qui t'arrête pendant plus longtemps, t'as le droit aussi de pas être bien physiquement et de te dire ok, faut que je m'arrête, et je préfère qu'on lance un jeune qui s'éclate, qui a vraiment l'énergie des débuts, qui a envie de croquer le rugby à pleines dents, on forme un petit peu la jeunesse pour 2027, plutôt qu'avoir un Fickou certes extra expérimenté, mais qui est un petit peu au bout du rouleau, qui arrive pas à enchaîner. Je me dis, il y a peut-être un accord à faire de ce côté-là. Mais bon, c'est que mon avis, et je suis pas dans la tête de Fickou. D'autant plus que derrière lui, la concu, elle tape à la porte. Il y a Gaëton et 2 porteurs qui brillent en club toutes les semaines. Il y a Barassi également, qui depuis le début de la Coupe d'Europe, semble rappeler qu'il est un joueur régulier des appels dans le groupe du 15 de France. Et donc si les blessures le laissent enfin tranquille, il y a moyen que 2024 soit enfin son année. Mais dans tout ça, moi il y a vraiment un poste qui m'interroge plus que les autres, et pourtant on n'en parle pas beaucoup, c'est le poste de numéro 8. Parce que oui, il y a quasiment que Aldrit qui joue à ce poste-là, sinon il n'y a pas vraiment de remplaçant. Le 3e ligne Rochelet est actuellement en repos prolongé depuis la Coupe du Monde jusqu'en janvier, lui qui a enchaîné en club et en équipe de France ces 2 dernières saisons, sans vraiment avoir eu l'opportunité de souffler. C'est un rythme qui interroge, surtout au vu de son style de jeu qui est très énergivore. Je pense qu'on peut s'estimer heureux de pas avoir eu de grosses blessures avec Aldrit, parce que le mec ne s'épargne jamais, il se lance comme un âne, tous les pets c'est pour lui, à chaque fois il ressort, il a la tronche gonflée comme je sais pas quoi, parce que c'est un putain de guerrier et que c'est un vrai cheval de trait. Et c'est vrai que pour l'instant, tant qu'il tenait, on s'est pas trop posé la question d'installer une doublure à Aldrit. Alors on sait qu'Olivon peut jouer 8, mais bon, Olivon non plus il est pas tout jeune, c'est pas trop le registre de jeu avec lequel on fait jouer Aldrit, qui est plutôt un percuteur, etc. Olivon c'est plutôt un liant entre les 3 quarts et les avants. Il y a Gelon aussi qui peut jouer 8, même si je trouve qu'il a du mal encore à trouver son rythme depuis la blessure, il n'est pas encore à son meilleur niveau, et c'est normal, parce qu'il a beaucoup accéléré les choses. Je pense que en fait, il n'est pas prêt non plus à enchaîner à ce point-là et à ce niveau-là. Sekou Makalou, malheureusement, je pense que il est trop inconstant et qu'il a un petit peu loupé le coche. Et au final, on a peu d'options qui nous paraissent crédibles, parce qu'on n'a pas tenté beaucoup de choses aussi en substitution d'Aldrit. Moi, j'aimerais bien revoir Yohan Tanga, par exemple, qui doit ronger son frein parce qu'il est toujours barré par Aldrit, et qui pourrait avoir plus de temps de jeu en attendant la relève de la génération U20. Bref, ça fait un petit moment que je parle, je pense que je vais m'arrêter là. Pour une reprise, je pense que c'est pas mal. Maintenant, c'est à vous de faire le taf en commentaire, de me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, parce que voilà, j'ai beaucoup exprimé aussi d'avis personnels dans cette vidéo. Faut pas prendre tout ce que je dis comme parole d'évangile. Et voilà, je pense qu'il y a aussi plein d'avis qui peuvent être pertinents par rapport aux problématiques que j'ai soulevées. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je vais tous les lire, de toute façon je les lis quasiment tous quand j'ai le temps. Je suis très content en tout cas de lire vos commentaires, et j'espère que ce petit retour va vous plaire. Je compte bien continuer la chaîne du mieux que je pourrai, parce que c'est un peu compliqué forcément de jongler, voilà, je vous l'ai dit, entre vie professionnelle, entre rugby et la chaîne. Mais j'ai envie de continuer à faire des vidéos peut-être plus longues, plus détaillées, mais peut-être moins souvent. J'ai aussi envie de continuer à faire des analyses de match, parce que c'est ça qui me fait vibrer aussi, d'être dans le moment, d'être dans la réaction à un événement qui vient de se passer, de pouvoir décrypter les matchs, etc. C'est vraiment quelque chose que je kiffe et qui m'aide aussi à progresser d'un point de vue rugbystique, parce que j'ai l'impression que je gagne en expérience à chaque fois que j'analyse une compétition. Donc voilà, j'ai envie de continuer. Est-ce que je pourrais le faire au rythme de l'an dernier? Non, c'est sûr. Mais voilà, j'ai toujours envie d'être là, et vous inquiétez pas, je vais pas quitter YouTube tout de suite. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.